Lorsqu'on génère un contenu à travers l'IA, on ne sait pas d'où l'IA s'est inspirée pour générer ce contenu. Oui. Il faut savoir que l'IA se construit aussi à travers les prompts de tous les utilisateurs. D'accord. Et encore, on ne sait pas quelles sources de données auxquelles elle a accès, on ne les connaît pas. Bonjour à tous, merci d'être sur Influxio Talk. Aujourd'hui, nous recevons Maître Maria Berrada, qui est nouvelle associée au sein du cabinet Influxio. Elle est spécialisée en propriété intellectuelle et en droit du numérique. Bonjour Maria. Bonjour Raphaël. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux un peu justement te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore sur ton parcours ? Avec grand plaisir. Alors, je suis votre nouvelle associée. Je suis très, très heureuse de cette superbe nouvelle. Très heureux aussi. C'est une super aventure qui va débuter. J'ai vraiment hâte de travailler à vos côtés. Alors, qui je suis ? Je suis avocat spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et droit du numérique. J'aime bien le terme industrie innovante puisque c'est un petit peu une catégorie où j'y mets à la fois le Web3, à la fois le jeu vidéo, à la fois le gaming, l'e-sport et l'intelligence artificielle qui fait aussi partie aujourd'hui de mon expertise. Et je suis tireuse à l'arc à mes heures perdues. C'est important de le préciser. Ouais, un avocat qui sait défendre. C'est bien, ça peut toujours être utile. Toujours. Alors, par exemple, une question qu'on se pose évidemment quand on est créateur et dans la vie, dans la gestion de son entreprise, ça va être le dépôt de sa marque. Tout à fait. Beaucoup de créateurs de contenu créent des marques en général sur lesquelles ils vont faire des produits dérivés, etc. etc. Tout à fait. On sait que le dépôt de marque, ça se fait auprès de l'INPI. Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui souhaitent déposer leur marque seules ? Est-ce que tu aurais des tips qui pourraient être utiles pour des personnes qui souhaitent déposer seules leur marque, sachant que c'est vrai que ça peut toujours être délicat de le faire seul. Mais voilà, il y a des gens qui insistent vraiment pour le faire. Donc, est-ce que tu pourrais conseiller quelque chose ? Bien sûr. Alors, c'est très important de préciser effectivement qu'un dépôt de marque, évidemment, il faut s'entourer d'un professionnel. Dans la majorité des cas, c'est quand même très complexe de le faire seul. On arrive à le faire seul, mais on se retrouve souvent embêté par une opposition ou pire, Qu'est-ce que c'est une opposition, par exemple ? Alors, une opposition, c'est une action que peut engager le titulaire d'un droit antérieur. Ouais. Le droit antérieur peut être une marque qui aurait déjà été enregistrée, un nom de domaine, ça peut également être un nom commercial, un nom d'enseigne. Et donc, on va prendre un petit peu ce nom, cette enseigne, cette marque, ce nom de domaine, et on va s'en servir pour s'opposer à l'enregistrement d'une nouvelle marque. Okay. Et donc, ça peut forcément bloquer un dépôt. Donc, quand on a envie de déposer une marque, il faut évidemment, l'une des premières choses à faire, c'est effectuer ce que l'on appelle une recherche d'antériorité. La recherche d'antériorité permet d'identifier quelles sont les marques antérieures. Évidemment, il faut renouveler la recherche pour les noms de domaine, noms commercial, enseignes, etc. Et c'est d'ailleurs l'avantage de passer par un professionnel, c'est que la recherche, elle est plus élargie, elle est accompagnée d'une analyse. Donc, c'est juste que je te coupe là-dessus, mais en gros, ça veut dire que au-delà des marques qui existeraient aujourd'hui auprès de l'INPI, qui seraient enregistrées, il y a aussi les noms d'enseignes, c'est-à-dire les noms qui ne sont pas déposés, mais qui sont exploités par des entreprises. Ça peut compter, ça ? Ça peut compter comme droit antérieur, bien sûr. Ça peut compter tout autant que les noms de domaine, qui peuvent compter comme droit antérieur également. Et donc, il faut vraiment faire une recherche d'antériorité élargie. C'est pour répondre en fait au principe de disponibilité de la marque. Lorsque l'on enregistre une marque, lorsque l'on souhaite faire un dépôt, elle doit être disponible. Donc ça, c'est le côté recherche d'antériorité. Au-delà de ça, la marque doit être licite. C'est-à-dire que la marque ne doit pas comporter un nom géographique si cela n'est pas nécessaire à l'exploitation de la marque. On ne va pas appeler une marque Champagne Paris alors que ce n'est pas nécessaire d'avoir la dénomination Champagne sur la marque. Paris, d'ailleurs, c'est un bon exemple parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent déposer, on a beaucoup de clients qui souhaitent déposer un nom et ils accolent le nom de la ville, de Paris. Tout à fait. Ça reste licite ou alors il ne faut pas le faire ? Alors, ce n'est pas en soi interdit si l'on parvient à justifier la raison de mettre le nom de Paris au sein d'une marque. C'est-à-dire que si les produits sont fabriqués à Paris, si le siège social est à Paris,
effectivement, on peut imaginer que le fait de mettre Paris ne sera pas embêtant. En revanche, quand ce n'est pas le cas, eh bien là, c'est embêtant, puisqu'on jouit de la renommée de Paris, qui est une marque au-delà d'être d'une indication géographique. Et donc, effectivement, cela peut poser problème avec la ville de Paris. D'accord, donc il faut que la marque soit disponible, elle soit licite. Tout à fait. Et il y a quelque chose, un autre critère. Distinctive. Distinctive, d'accord. Tu peux nous expliquer ? Bien sûr. La marque est distinctive, elle doit être distinctive, c'est-à-dire qu'elle doit... que le consommateur doit pouvoir identifier la marque en fonction de produits et de services qu'elle désigne. D'accord. Je vais éclairer un petit peu ça. Un petit exemple. Je vais éclairer un petit peu ça. Par exemple, le terme « le chat », bien que ce soit un terme usuel, est pourtant utilisé pour désigner une marque de lessive, parce qu'il est distinctif pour désigner une marque de lessive. Il ne décrit pas les produits de la lessive. On ne peut pas, par contre, appeler une lessive comme nom de marque. Ça, ce ne serait pas distinctif. Donc, ce sont vraiment 3 critères qu'il faut prendre en compte lorsque non seulement on choisit un nom, mais lorsqu'on souhaite procéder à son dépôt. Et il y a un point aussi qui revient souvent parmi les gens qui souhaitent déposer une marque, c'est qu'ils pensent que l'INPI va vérifier justement est-ce qu'il y a une marque déjà existante. Mais il faut bien préciser, j'imagine que tu vas le faire, que l'INPI ne fait pas ce travail-là, ne fait absolument pas ce travail de recherche. Alors, oui. En fait, on peut commander une recherche d'antériorité auprès de l'INPI. En soi, c'est possible. Elle est coûteuse, évidemment, mais elle n'est pas accompagnée d'une quelconque analyse et elle est restreinte aux marques. Donc, pour avoir vraiment une recherche d'antériorité un petit peu plus développée, ce n'est malheureusement pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On peut se retrouver avec des oppositions malgré le fait qu'on ait commandé une recherche auprès de l'INPI. Et est-ce qu'une marque, quand tu dis qu'elle est disponible, est-ce que ça doit être exactement la même marque ou alors est-ce que ça peut être une marque qui est, par exemple, légèrement différente ? Quel est le degré de similitude entre les marques pour considérer qu'elle est disponible ? C'est une excellente question et c'est une question qui revient souvent. Pourquoi ? Parce que nos clients pensent que il y a une différence de 2 lettres, donc ce n'est pas exactement la même marque et donc je vais pouvoir l'exploiter. En réalité, ce n'est pas du tout le cas, puisque lors d'une opposition, donc ce qu'on expliquait tout à l'heure, l'action en opposition, lorsqu'on s'oppose à un enregistrement de marque, on va argumenter selon 3 critères que l'INPI analyse pour pouvoir décider s'il y a un risque de confusion entre les 2 marques. C'est vraiment le terme clé, risque de confusion. Est-ce que je crée un risque de confusion par rapport à une autre marque ? Et donc, ces 3 critères sont de l'ordre de un critère conceptuel. Donc, conceptuellement, qu'est-ce que la marque évoque ? Donc, vraiment, le chat n'évoque pas la lessive, par exemple. Donc, conceptuellement, ça peut être assez distinct par rapport à, je ne sais pas, chaton pour un autre type c'est le même de produit. Concept, c'est juste que... Voilà. D'accord. Phonétiquement, savoir si les marques sont phonétiquement proches. C'est-à-dire, souvent, on peut avoir des lettres différentes, mais la même sonorité. Le W peut très bien se prononcer V dans certains mots. Donc, on a une petite, on va dire, sensibilité à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, visuellement. Visuellement, les marques, elles doivent être assez éloignées. Et l'analyse se fait, évidemment, au cas par cas. Il faut comparer la longueur des lettres, la longueur des mots, s'il y en a plusieurs, s'il y a des logos, s'il y a des éléments un petit peu plus distinctifs, colorés, une police, et autant d'éléments qui peuvent faire la différence et qui peuvent éloigner le risque de confusion. Et ça, ces critères-là, c'est les mêmes... Alors ça, on parle de l'INPI, de la France, mais au niveau Europe, si on veut déposer une marque au niveau européen, est-ce que c'est les mêmes critères ? Tout à fait. Est-ce qu'on doit déposer la marque dans chacun des pays ou alors est-ce qu'il y a une manière de déposer la marque tout de suite dans toute l'Union européenne ? Alors, oui, ce sont les mêmes critères. Pour répondre à ta première question, ce sont évidemment les mêmes critères. D'ailleurs, l'INPI suit la jurisprudence de l'EIPO, qui est l'Office des marques européennes, des marques de l'Union européenne. Et pour déposer une marque
de l'UE, une marque de l'Union européenne, on peut agir de différentes façons, c'est-à-dire soit on dépose une marque française qu'on décide d'étendre au territoire de l'UE, et dans ce cas-là, eh bien, il suffit de le faire, se rapprocher d'un professionnel pour le faire, et ça va couvrir tous les territoires de l'UE. Donc ça, c'est très intéressant, puisqu'on peut rajouter tout un ensemble de territoires dans le cadre de sa protection, évidemment en fonction des produits et services que l'on souhaite protéger, mais on n'a pas besoin de faire un dépôt étatique, pays par pays, etc. Par contre, là où je vais revenir sur la recherche d'antériorité, la recherche d'antériorité doit vraiment être complète. On ne peut pas faire une recherche uniquement en France, lorsqu'il peut y avoir des marques italiennes, des marques espagnoles. Voilà, il faut avoir une vision beaucoup plus large lorsqu'on souhaite déposer devant l'Office européen pour prendre en compte, notamment, ces droits antérieurs. D'accord. Et par exemple, une petite question sur l'intelligence artificielle, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui est partout, et beaucoup de gens aujourd'hui génèrent des images, ça peut être des logos aussi, grâce à l'intelligence artificielle, ChatGPT, Midjourney, etc. Est-ce que, par exemple, si on génère un logo avec ChatGPT, et si on le dépose, ce logo-là, est-ce qu'on a les droits là-dessus pour le faire? Ou alors est-ce que ça appartient au final à ChatGPT? J'adore ce genre de questions parce que ce sont des questions un peu polémiques. Oui, d'accord. Ce sont un peu des questions polémiques, mais en réalité, la réponse, elle est déjà prête. Elle existe. La réponse est qu'en droit français, seule une personne physique, il y a des exceptions pour les personnes morales, mais c'est très, très, très précis. Seules les personnes physiques, en tout cas une intervention humaine, peut justifier la qualité d'auteur. D'accord. Pour une raison très simple, c'est que pour qu'une œuvre soit protégeable ou puisse prétendre à une protection par le droit d'auteur, il faudrait que cette œuvre ait une caractéristique, c'est-à-dire l'originalité. D'accord. Il faut que ce soit original. Et l'originalité, comment est-elle définie en jurisprudence? Elle est définie par l'empreinte de la personnalité de son auteur. Or, l'IA n'a pas de personnalité et donc ne peut pas être auteur. Cela dit, ça reste l'IA qui génère le contenu. Donc, est-ce que c'est la personne qui génère le contenu à travers l'IA? Est-ce elle l'auteur? La réponse est très nuancée. Pourquoi? Parce que, comme on l'a très bien dit, il faut qu'il y ait une empreinte de la personnalité de l'auteur pour qu'une œuvre puisse être considérée comme étant protégeable par le droit d'auteur. Or, lorsque c'est l'IA qui génère, l'IA n'ayant pas de personnalité, on ne peut pas dire que l'IA a des droits. Mais l'auteur non plus, du coup. Enfin, qui n'est pas du coup auteur dans le cadre de cet exemple. En revanche, et c'est ce que je recommande d'ailleurs à nos clients, il faut absolument pouvoir documenter tout le processus de prompt. D'accord. Documenter le processus de prompt. Et puis, il faut qu'il y ait une intervention humaine sur cette image-là. C'est-à-dire que, on va générer un contenu à travers Midjourney ou DALL-E ou une autre IA qui sont aujourd'hui extrêmement poussées, qui arrivent à faire des choses incroyables, on ne va pas se le nier. En revanche, il faut qu'il y ait un apport humain. À partir d'une image, on peut changer des éléments techniques, modifier la luminosité, le bruit, des couleurs, y rajouter des éléments graphiques, carrément prendre cette image en tant que base et la confier à un graphiste, par exemple, pour qu'il puisse modifier. À partir de là, à partir du moment où il y a une intervention humaine assez significative, j'ose espérer que cela puisse dépasser les 50%, même si cela est très difficile à quantifier. Mais à partir du moment où l'intervention humaine est significative, là, on peut prétendre à la qualité d'auteur d'une œuvre qui serait générée par l'IA, mais complétée par l'humain. Donc, quand on dit documenter un prompt, par exemple, c'est concrètement de dire quelles ont été les instructions qui ont été données à l'intelligence artificielle pour arriver au résultat qu'on a. Non seulement les instructions, mais également toutes les modifications qui vont suivre cette instruction. Et souvent, moi, je conseille les clients de documenter cela à travers la blockchain.
d'ouvrir au sein d'une blockchain, d'y insérer de documenter en fait l'ensemble du processus créatif, même si l'IA intervient dans le process, mais en tout cas vraiment compléter le processus et le documenter, le sécuriser dans le cadre d'une blockchain pour pouvoir le ressortir en cas de pépin. Et justement, le fait que l'intelligence artificielle génère des images, on sait qu'elle reprend des contenus existants d'auteurs à travers le monde. Est-ce que ça peut nous porter préjudice à nous si on réalise par exemple une image et qu'après on décide de la vendre, de la déposer, etc. Est-ce que les auteurs derrière les contenus originaux qui ont été repris par l'intelligence artificielle peuvent nous faire un procès, en gros, ou alors est-ce que le risque est très limité selon toi aujourd'hui ? Alors, le risque est tout sauf limité. Le risque est bien présent. Et d'ailleurs, beaucoup de jurisprudence se prépare, tant en France qu'aux États-Unis, puisque effectivement, le risque, c'est que lorsqu'on génère un contenu à travers l'IA, on ne sait pas d'où l'IA s'est inspirée pour générer ce contenu. Il faut savoir que l'IA se construit aussi à travers les prompts de tous les utilisateurs. Et encore, on ne sait pas quelles sources de données auxquelles elle a accès, on ne les connaît pas. Une boîte noire un peu. C'est un peu le vortex. C'est un peu le vortex. Et donc, il faut quand même être très, très vigilant, d'où l'intervention humaine, d'où les recherches d'antériorité. Pour les logos, par exemple, il faut penser à faire une recherche d'antériorité. Ça va être une recherche un petit peu différente. On va parler là de classification de Vienne, qui est la classe pour faire des recherches d'antériorité sur des logos, contrairement à la classification de Nice, qui, elle, va venir viser les produits et services dans lesquels on souhaite protéger sa marque. Mais en tout cas, il faut toujours vérifier le contenu généré par l'IA. Pourquoi ? Parce que autant l'IA reste une machine, n'a pas de personnalité morale. Donc oui, aujourd'hui, l'éditeur, et je pense qu'on va en parler plus amplement tout à l'heure, mais l'éditeur est tenu à des obligations, mais en tout cas, le responsable d'un contenu reste l'utilisateur. Et d'ailleurs, d'où l'intérêt potentiellement de passer par un graphiste, au final, pour son logo. Tout à fait. Parce que lui, il va te garantir que... normalement, ton logo est original et qu'il est... Exactement. Et on pourra engager la responsabilité du graphiste si, effectivement, il y a un souci à ce niveau-là. Et bien sûr, veiller à avoir une session de droit en bonne et due forme auprès du graphiste, parce que souvent, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est fondamental. Mais on en reparlera un peu plus tard. Mais justement, pour revenir sur cette distinction entre contenu IA et contenu humain, j'ai vu qu'il y avait une proposition de loi aux États-Unis, plus particulièrement en Californie, qui vise à distinguer, à obliger les intelligences artificielles à marquer les contenus comme étant des contenus IA, pour qu'on puisse faire l'indistinction. Parce qu'aujourd'hui, on est presque parfois, on ne sait plus en fait, qu'est-ce qui relève de l'humain, qu'est-ce qui relève de l'IA. Est-ce que tu peux nous en parler de ça Exactement. Eh bien, cette loi californienne, cette proposition de loi californienne, elle suit véritablement la façon de concevoir l'IA en Europe. Donc, c'est un excellent signe. C'est un excellent signe puisqu'on va arriver à un consensus international. Bon, il existe des différences avec la Chine notamment et la manière de traiter l'IA, mais il existe un consensus quand même de dire qu'il est indispensable d'avoir une transparence dans les contenus que l'on consomme. Cette transparence-là, elle se fait par un étiquetage. En Europe, on a l'IA Act qui est entré en vigueur et qui va entrer en vigueur encore progressivement pendant plusieurs années, mais qui impose, avec des recommandations du Conseil de l'Europe, le principe de transparence. Le principe de transparence est pour identifier le contenu généré par l'IA. C'est très important ce principe-là, puisque c'était l'esprit d'ailleurs de la proposition de loi californienne et l'esprit de l'IA Act, c'est qu'on veut lutter contre les fake news, contre les deepfakes, contre tout contenu qui est généré par l'IA et qui pourrait tromper le consommateur, parce qu'il en existe beaucoup aujourd'hui. Et donc, et c'est intéressant, on voit déjà les plateformes se conformer à ces textes-là, on voit en indiquant exactement. On indique si le contenu est généré par l'IA ou pas. On indique l'intervention de l'IA ou pas. Et c'est très, très important. Il y a déjà eu la loi influenceur aussi en France qui est revenue un peu là-dessus.
sur le fait que les créateurs de contenu doivent indiquer quand ils font usage de l'intelligence artificielle pour modifier leur silhouette ou leur visage via l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, effectivement, la loi française prévoit là-dessus le fait de le dire, tout simplement, dans un souci de transparence. Mais c'est vrai que c'est un mouvement de fond qui est... C'est un mouvement qui est à la fois juridique, à la fois financier, mais surtout, c'est un appui business qui est important. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir cette confiance avec le consommateur, quel que soit le contenu que l'on met en vente, quel que soit le contenu que l'on offre, il faut avoir cette transparence-là, elle est capitale. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne chose au final si on parvient à vraiment distinguer le contenu IA du contenu humain? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose justement pour les créateurs humains de montrer quand même qu'il y a une patte humaine, tu vois, par rapport à du contenu Tout IA? à fait. Tout à fait. Je pense que, par exemple, il existe aujourd'hui des marques qui ont carrément fait campagne pour dire « nous n'utiliserons jamais l'IA ». Il y a un positionnement à avoir dans tout ça. Ce positionnement, il peut être très stratégique. Maintenant, il ne faut pas non plus que ces obligations qui pèsent sur l'usage de l'intelligence artificielle ne deviennent trop strictes. Parce que, pour moi, l'IA peut aussi être un levier de création. Donc, il faut pouvoir avoir cette flexibilité de continuer à faire l'usage de l'IA, de continuer évidemment à respecter les obligations qui en découlent, mais d'avoir cette marge de flexibilité. Il ne faut pas non plus l'interdire, il faut juste savoir l'utiliser et l'utiliser dans une pratique éthique et responsable. Ouais, d'accord. Pour parler des créateurs de contenu un peu, aujourd'hui, on voit souvent qu'il y a ce qu'on appelle du vol de contenu. Ça, on l'a souvent abordé dans nos podcasts. Mais il y a aussi quelque chose d'un peu plus pernicieux, c'est-à-dire des créateurs qui reprennent des concepts qui ont été, qui ont été créés par des influenceurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que le fait de reprendre, c'est une question un peu plus large, mais est-ce que le fait de reprendre l'identité visuelle d'un créateur ou le style de ses contenus, est-ce que ça peut faire l'objet justement d'une procédure, ou alors il n'y a pas de protection aujourd'hui qui existe pour les créateurs? Alors, ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà, savoir si il y a un nom de marque qui est glissé dans ces contenus-là. Là, déjà, il y a une action en contrefaçon sur le terrain de la marque qui peut être actionnée. Il y a aussi ce que l'on appelle le droit d'auteur ou les droits d'auteur, puisqu'il en existe plusieurs. Les droits d'auteur, contrairement à une marque où vous avez un titre protégé auprès de l'Institut national de propriété intellectuelle, là, vous avez ce qu'on appelle les droits d'auteur. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est si un contenu est original, il n'y a pas besoin de dépôt, mais moi, je préconise quand même un dépôt sur la blockchain pour s'octroyer une preuve d'antériorité, un eurodatage. Mais pas besoin de dépôt. Si on vole votre contenu et qu'on arrive à prouver qu'il est original, dans ce cas-là, il peut également y avoir une action en contrefaçon sur les fondements de droit d'auteur. Enfin, autre type d'action possible, ce que l'on appelle la concurrence déloyale et ou le parasitisme, puisque parfois ce sont des actions complémentaires et parfois ce sont des actions distinctes, c'est le fait de tirer profit de la réputation, du travail d'autrui pour se le réapproprier et ainsi créer son propre contenu ou, dans le cadre de la concurrence déloyale, créer un risque de confusion, là encore, dans l'esprit de la clientèle, qui peut être commune. Cela dit, encore faut-il que il y ait des éléments que l'on puisse venir identifier comme étant originaux, comme étant distinctifs par rapport à vous. Surtout lorsqu'on fait une action en droit d'auteur, c'est très très important de démontrer que les éléments graphiques, que l'ensemble des contenus sont originaux. Et la première chose avant de faire une procédure, ça serait quoi? Parce que c'est vrai qu'une procédure, c'est forcément du temps. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant justement d'enclencher une procédure? Évidemment, on ne se lève pas un matin et on se dit « Ah bah tiens, je vais faire une procédure ». Il est clair qu'il existe plusieurs étapes avant cette procédure. Déjà, il faut faire constater la violation. La violation peut être constatée par une capture eurodatée. Attention, il est très important que la capture d'écran contienne l'URL
si c'est une URL, la date et l'heure. D'accord. Sinon, elle ne sera pas acceptable. D'accord. À défaut, on peut également envisager de faire un constat par un commissaire de justice. Huissier, c'est leur nouveau nom, ouais. mais ce sont des D'accord. huissiers de justice. Donc, l'huissier de justice va venir faire un constat Internet de ce Ok. contenu pour déterminer la violation de ce contenu. Mhm. On peut également faire d'autres types de constats. Par exemple, je travaille beaucoup avec l'Agence de protection des programmes qui dispose d'outils pour faire ce genre de constat. D'accord. Donc, il faut documenter la violation. Il est très important de venir documenter cette violation, tout simplement pour s'octroyer des preuves. Et les preuves doivent être tangibles et bien solides. Ensuite, seconde étape, prendre contact avec un avocat pour envoyer ce que l'on appelle une lettre de mise en demeure. La lettre de mise en demeure va venir, comme son nom l'indique, mettre en demeure la partie qui viole le contenu, de demander de cesser l'exploitation de ce contenu, proposer, pourquoi pas, une indemnisation qui pourrait être assez conséquente en fonction du dommage qui a été causé. Et puis, à partir de là, on débute de potentielles négociations. D'accord. Ou sinon, on se pourvoit ce qu'on appelle un contentieux. On intente une action devant le tribunal. D'accord. Et j'ai vu d'ailleurs à ce sujet qu'il y avait Hermès qui avait effectivement réussi à faire condamner une entreprise pour avoir repris la forme de ces sacs, les sacs qu'on connaît, notamment le Kelly, le Birkin. Est-ce que tu peux nous en parler de ce cas-là qui est assez emblématique justement Très emblématique. Ouais. Et c'est vrai que ces derniers temps, on est quand même bien nourri en termes d'affaires dans la fashion law. Hein. Oui. Il y en a beaucoup. En droit du luxe. Il y en a beaucoup en droit du luxe, effectivement. Il y en a beaucoup. Et puis, cette affaire-là, elle illustre quelque chose de très, très important que je trouve assez vite... les gens y échappent beaucoup parce qu'ils pensent que tant qu'on ne reproduit pas le nom de la marque, qu'on peut reproduire le même produit sous une marque différente. En réalité, c'est spécifiquement sur ça que Hermès a gagné cette affaire, puisque la reprise d'une forme d'un sac à main peut être protégeable, non seulement à titre des marques de forme, mais ça, c'est encore particulier. En espèce, c'était plutôt sur le fondement du droit d'auteur. Et donc, il y avait une originalité, il y avait une originalité du produit. La marque est évidemment bien notoire, elle est bien célèbre. On a également le terrain, et l'un des plus importants, qui est souvent négligé, c'est le dessin et modèle. Le dessin et modèle, c'est un titre que l'on peut acquérir comme une marque ou un brevet. D'accord. Auprès de l'INPI ou d'autres offices de propriété intellectuelle en Union européenne et dans le monde. Et le fait de détenir un droit sur un dessin et modèle va permettre de intenter une action en contrefaçon. D'accord. Donc là, en l'espèce, l'action en contrefaçon, elle était double, à la fois sur le terrain du droit d'auteur et à la fois sur le terrain du dessin et modèle industriel. Ça, c'est sur le côté propriété intellectuelle. Okay. Il y a eu également une action sur le fondement du parasitisme et de la concurrence déloyale. Ce dont tu parlais tout à l'heure. Ce dont on discutait tout à l'heure. Okay. Et là, tu parlais justement de marques de forme. Qu'est-ce que c'est exactement pour qu'on comprenne bien ? On a cette possibilité de déposer ce que l'on appelle une marque de forme, une marque tridimensionnelle. D'accord. Par exemple, une bouteille de parfum peut être déposée à titre de marque. Une bouteille originale de vin peut être déposée à titre de marque. Et donc là, c'est pareil que ce qu'on se disait au début sur les critères. Il faut que ça reste distinctif. Évidemment. Pareil, il faut que ça reste, qu'il n'y ait pas d'antériorité sur le dépôt, tout à fait. etc. Tout à fait. D'accord. Est-ce que je voulais aborder aussi un point qui est important pour tous ceux qui font du e-commerce. Ils doivent du coup avoir des conditions générales de vente. Ça, je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent le savent. Mais de vente et d'utilisation du site internet. Et d'utilisation. Alors justement, est-ce qu'il y a des clauses ? Est-ce que déjà ça a un intérêt de passer par l'avocat pour les rédiger ? Et est-ce qu'il y a des clauses qui seraient fondamentales selon toi et auxquelles on ne pense pas forcément Absolument. D'accord. Eh ben vas-y. Absolument. Alors, déjà, il faut faire la différence entre CGU et CGV. D'accord. Les CGU sont les conditions d'utilisation du site Internet. Donc, savoir comment on va utiliser le site Internet. Ne pas y introduire de virus, avoir une clause propriété intellectuelle qui protège le site Internet, qu'on ne puisse pas reproduire du contenu du site Internet, que ce soit les images, que ce soit les textes. Il y a du contenu qui est susceptible d'être protégé. Donc, il faut
absolument le protéger à travers des clauses. Ça, c'est pour les CGU, qui sont évidemment bien plus larges, parce qu'il y a aussi un aspect données. Le site Internet peut contenir ce que l'on appelle un formulaire de collecte de données. Quand on vous demande de vous inscrire à une newsletter, vous rentrez des données personnelles. Et vous avez également les cookies qui peuvent être déposés sur votre terminal, que ce soit un ordinateur ou un téléphone portable. Et donc, il faudrait absolument veiller à avoir une politique de protection des données personnelles, en plus de conditions générales d'utilisation, un bandeau cookies, une politique cookies. Il faut tout un arsenal. Ça, c'est vraiment le minimum. C'est le minimum, pourquoi ? Parce qu'en réalité, on a des clients qui vont aller s'inspirer d'autres sites et qui vont prendre ce contenu-là d'autres sites Internet. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas du tout adapté à leur site Internet et ils s'engagent parfois à des obligations dont ils n'ont aucune conscience. Et c'est pour ça qu'il est quand même préférable de s'entourer par des professionnels pour rédiger quelque chose de sur-mesure, d'adapté et qui est parfaitement en cohérence avec l'activité qui est exploitée dans le site e-commerce. Et du coup, là, tu parlais effectivement de politique de confidentialité, qu'on comprenne bien. C'est des obligations qu'on a vis-à-vis de qui, finalement? Vis-à-vis de quelle loi? La fameuse RGPD, c'est ça? Le fameux RGPD, le fameux règlement général sur la protection des données. Qui s'applique à tout le monde, même quand on est une petite entreprise, etc. On est soumis à Ah oui, au à RGPD? partir du moment où on est sur le sol européen, où on traite des informations d'une personne européenne, D'accord. on est soumis au RGPD. Et donc ce bandeau cookies, ça fait partie des Tout à fait. obligations Tout à fait. Ça fait partie. Il faut informer l'utilisateur du site Internet qu'il y a des cookies qui sont déposés sur son terminal. Il faut qu'il arrive à y consentir. Et il faut que le consentement soit éclairé. C'est-à-dire, aujourd'hui, il existe des recommandations de la CNIL pour rédiger un bandeau cookie, pour savoir sur quel bouton, quels sont les choix qui s'offrent à nous lorsqu'on a des boutons à cliquer. C'est pas juste tout accepter. Il faut savoir pourquoi on accepte, on accepte quoi. Donc, cette politique cookies est très, très importante. Et justement aussi au sujet du fameux droit de rétractation qui existe pour les e-commerçants, donc du fameux 14 jours, est-ce qu'il y a quand même des cas où un client, on peut refuser, le e-commerçant peut refuser quand même de rembourser un client insatisfait? Est-ce qu'il y a des possibilités? Alors, le droit de rétractation, et particulièrement en France et en Europe, est un droit très fort, mais il n'est pas absolu. D'accord. Il n'est pas absolu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des exceptions qui vont empêcher ce droit de rétractation de jouer. Plusieurs exceptions. Les produits personnalisés, par exemple. Les produits personnalisés sont des produits qu'on ne peut pas retourner. En revanche, il faut qu'il y soit fait mention au sein des conditions générales de vente cette fois-ci, et non pas de site Internet. C'est dans les conditions générales de vente que l'on fixe le prix, les modalités de livraison, etc. Et cette mention est capitale, qu'on ne retourne pas les produits qui sont personnalisés, ce qui semble logique, puisque après, on a des problèmes de stock, etc. Bien sûr. Autre exception, pour des raisons d'hygiène. Généralement, lorsqu'on a un maillot de bain ou des sous-vêtements, pour des raisons d'hygiène, ils ne seront pas retournés. Oui, logique. Encore une fois, logique. Et dernière exception, et c'est l'une des plus complexes, puisque ça soulève quand même pas mal de questions, ça va être l'exception du support numérique. À partir du moment où on a quelque chose sur un support numérique et que l'acheteur l'a déjà réceptionné, le droit de rétractation trouverait beaucoup de difficultés à être appliqué. Et si, par exemple, on retrouve un autre e-commerçant qui va piquer nos idées, de piquer nos photos qu'on met sur le site, nos fiches produits, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire d'efficace? Évidemment. Ce qui est efficace, c'est bien déjà, encore une fois, ne pas oublier de documenter la violation. Documenter la violation. Constater aussi. La faire constater. Si on a un peu de sous à donner à un huissier ou auprès d'autres organismes qui permettent de faire constater ça, ce serait impressionnant d'un point de vue preuve, parce que c'est quand même une preuve qui est vraiment intangible.
Donc, on a le constat. Évidemment, se rapprocher d'un professionnel pour rédiger une lettre de mise en demeure. Et puis, il ne faut pas oublier de faire une notification à l'hébergeur ou à l'éditeur du contenu. D'accord. Donc, l'hébergeur du contenu, ça peut être une plateforme, ça peut être un hébergeur de site internet, et puis, évidemment, l'éditeur, si l'on parvient à l'identifier. Ok. Et si jamais, justement, dans le cadre de ce site, on voit de plus en plus de personnes qui utilisent des assistants IA, en fait, tu sais, des chatbots qui vont discuter avec toi. Est-ce qu'il y a justement, vis-à-vis de la RGPD, ou du RGPD, je ne sais jamais du RGPD. Du RGPD, effectivement, est-ce qu'il y a des obligations de mise en conformité par rapport au fait, justement, que tu as quand même des bots qui vont discuter avec les clients, tu vois? Évidemment. Ouais. Évidemment, d'un point de vue RGPD, le terme clé va être ici, même s'il y en a évidemment plusieurs, mais le terme clé va être le consentement. Le consentement, l'information. L'utilisateur doit être informé qu'il ne parle pas à une personne, mais qu'il discute avec un chatbot. Il doit être informé s'il y a des données qui seraient collectées. Il doit pouvoir consentir ou non à ces données. Et puis surtout, il a également d'autres pouvoirs sur ces données. Au-delà de la portabilité, on a le pouvoir de modification. On peut retirer ces données. On peut s'opposer même ultérieurement à l'exploitation de ces données. Okay. Enfin, il existe tout un panel de droits que je ne vais pas défiler ici, mais il est important qu'on connaît très peu, puisque justement, je donnais l'exemple de la personne qui va aller copier une politique de confidentialité, une politique cookies pour son site internet, mais en réalité, si on n'en saisit pas les obligations et qu'on ne se les applique pas, ça ne sert à rien et ça nous met dans un grand danger. Ouais. En cas de plainte auprès de la CNIL, la CNIL va devoir vérifier s'il y a bien un registre de traitement à jour, s'il y a bien l'ensemble de ces informations qui sont à jour et qui sont bien conformes au RGPD. Donc, c'est quand même très important d'être conscient de ces obligations. Même lorsqu'on a un chatbot assistant, ça peut être un gros risque RGPD. Et du coup, il faut faire aussi attention aux gens, aux fournisseurs avec lesquels on travaille avec son site internet. Ça fait partie des obligations RGPD de voir avec qui je travaille et est-ce qu'eux-mêmes respectent le RGPD. Alors ça, c'est une question très intéressante. Cela dépend si on sous-traite des données. D'accord. Si on sous-traite des données, effectivement, le sous-traitant aura des obligations RGPD. Okay. En revanche, ça va être nous, le responsable de traitement, auprès du consommateur, de l'utilisateur. Okay. Et donc, la responsabilité repose sur nous, même si on peut se retourner, sous réserve que l'on fasse un contrat bien solide, contre son sous-traitant. D'accord. Mais en tout cas, ça reste un élément qui est quand même capital d'avoir un contrat et de savoir si on sous-traite des données, qu'elles soient bien sous-traitées conformément au RGPD. Et quand on passe par les GAFAM type Google, etc., est-ce qu'eux-mêmes, ils sont conformes au RGPD? C'est quoi aujourd'hui Alors, ça, c'est encore une autre question, puisqu'on a la question des transferts de données hors sol de l'Union européenne. Oui, puisque c'est des boîtes américaines. Tout à fait. Ce sont pour la majorité des boîtes qui ne sont pas au sein de l'Union européenne. Alors, il existe des CGV, des politiques de protection des données, des CGU. La documentation est très, très, très élargie et très étoffée auprès de Meta notamment. C'est une documentation qui est conforme dans le sens où l'utilisateur accepte le traitement de ces données. Ouais. Mais évidemment, ces documentations-là sont spécifiquement adaptées au RGPD lorsqu'on accède à Facebook France, lorsqu'on accède à Instagram en France, etc. D'accord. Donc, par exemple, un e-commerçant... En France ou en UE. Par exemple, un e-commerçant qui utilise, ou même un autre qu'un e-commerçant, mais qui utilise Google Analytics sur son site, concrètement, il doit quoi? Il doit informer quand même, évidemment, qu'il utilise ces données-là. La question de Google Analytics, c'est une question qui est assez difficile, puisque la CNIL n'était pas très contente de l'usage de Google Analytics. Il existe aujourd'hui d'autres alternatives. Google Analytics tente de se conformer à nouveau au RGPD pour présenter une solution qui puisse être acceptable.
Mais en soi, oui, il faut qu'il y ait une documentation de l'usage de Google Analytics. Sur notre propre site, sur cette acceptation. Soit sur le site, soit par la tenue d'un registre de traitement, etc. D'accord. Et concernant le fameux dropshipping, c'est-à-dire le fait de vendre des produits d'une marque qui n'est pas la nôtre, mais sans avoir l'autorisation directe de le faire. Est-ce que ça, déjà, c'est légal? Et est-ce qu'il y a des pièges juridiques justement à éviter? Il y en a beaucoup. Ok, alors tu vas nous les dire. Il y en a beaucoup parce qu'il existe une exception en droit des marques que l'on appelle l'épuisement des droits de la marque. D'accord. En fait, c'est une exception jurisprudentielle qui est assez complexe et je pense que je vais éviter des termes un petit peu trop techniques. Mais à partir du moment où une marque arrive à vendre sur le marché européen un produit, qu'elle le met en vente légalement, elle ne peut pas interdire sa revente. D'accord. Ok. Par contre, le piège, c'est qu'il faut pouvoir sourcer d'où on a eu ce produit-là. C'est-à-dire qu'il faut que, dans le cadre d'une revente, il faut que la revente soit faite de manière licite. C'est-à-dire qu'on arrive à retrouver l'origine du produit. Où est-ce que ce produit a été acheté? Est-ce qu'il a été acheté dans les conditions qui protègent les consommateurs, qui protègent les droits des marques, etc. Est-ce qu'il a été acheté dans des conditions légales? À partir du moment où le produit a été acheté dans les conditions légales, en tout cas qu'il a été mis en vente dans des conditions légales, on peut tout à fait le revendre. Maintenant, il existe aussi, il faut faire preuve de grande attention, il existe souvent des doutes quant à l'origine d'un produit, notamment surtout pour des marques de luxe. Donc l'épuisement des droits des marques, c'est une belle exception, mais il faut savoir l'utiliser et surtout savoir si dans le cas que l'on a, eh bien, ça s'applique. Ok, bah écoute, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant cet échange, merci beaucoup Un plaisir. Maria. Écoutez, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager, et à vous abonner évidemment à notre chaîne. On se retrouve d'ici à peu près un mois pour une autre conversation intéressante avec des professionnels de la Creator Economy. Merci beaucoup Maria. Merci à toi.